Araceli Turmot, maître de conférence à l'Université de Nantes et directrice du Master 1 en droit européen et international. Le droit européen de la procédure pénale se développe en réalité au fur et à mesure que le droit pénal européen se développe, avec des particularités, notamment du fait que certains domaines qui ne font pas strictement partie du droit pénal peuvent justifier l'application de certains standards de droit pénal qui sont plus ou moins liés à la procédure. Je pense par exemple à nebis in idem, qui apparaît comme un principe qui est un droit fondamental, un droit substantiel, plutôt de droit matériel, disons, mais qui est également, par nature, lié à la procédure pénale. Donc, le droit européen de la procédure pénale est un domaine qui se développe de plus en plus au fur et à mesure que le droit pénal se développe à l'échelle européenne. Alors, dans une certaine mesure, par l'imposition de certains standards, notamment liés aux droits des personnes, des parties au cours du procès, ou à d'autres aspects de la procédure pénale au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et de manière peut-être un peu plus détaillée par certains aspects en droit de l'Union européenne, puisqu'on a une démarche qui est à la fois jurisprudentielle et législative. Et pour les pans législatifs, à la fois une volonté d'essayer de garantir des standards minimums dans le procès pénal de protection de certains droits et de certaines garanties, ce sont les fameuses directives sur le procès pénal, et également on a d'autres développements qui touchent à la procédure pénale, au premier rang desquels, depuis 2-3 ans, la création du procureur européen, du parquet européen, qui est en cours, vraiment là ça touche à sa fin, et qui va être quand même une petite révolution, parce qu'on va intégrer des procureurs qui exercent dans les systèmes nationaux à des structures européennes. Donc on va avoir cette double casquette, entre guillemets. Donc c'est un domaine qui est très intéressant parce qu'il est en train de se développer. Et donc on a actuellement énormément de flexibilité, énormément d'incertitudes aussi. Et en plus, on sait que c'est un domaine dans lequel, puisqu'on n'a pas énormément d'harmonisation, on s'appuie beaucoup sur les systèmes juridiques nationaux, les systèmes judiciaires nationaux et la reconnaissance mutuelle entre ces systèmes nationaux pour que les quelques instruments européens qui existent puissent fonctionner. Donc c'est également un domaine dans lequel il est très intéressant de s'interroger sur la manière dont les juges nationaux perçoivent les instruments européens, dont ils se les approprient, et l'utilité pratique, la pertinence de tel ou tel instrument européen, et la confiance qui peut exister ou non dans les juges d'autres systèmes et dans les systèmes judiciaires d'autres États membres en général. La création du parquet européen a été souhaitée il y a quelques années, mais c'est en fait le fruit d'un travail de longue haleine, notamment de pénalistes issus de différents pays européens et de spécialistes de droit de l'Union européenne qui se sont intéressés aux questions du droit pénal. Et c'est quelque chose qui a mis très longtemps à voir le jour. Entre les débuts des négociations, les premières propositions et l'aboutissement du projet qui en réalité n'a pas encore eu lieu, c'est quelque chose qui a été très lent.
et qui a pu faire naître beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de craintes au début, qui en réalité, qu'il s'agisse des espoirs ou des craintes, ont été quand même dans une large mesure limitées par le projet tel qu'il a réellement été adopté. L'idée de ce parquet européen est de mettre en commun des capacités d'enquête et de poursuite à une échelle européenne pour pouvoir être plus efficace dans la lutte contre certaines infractions pour lesquelles il y a une dimension européenne ou du moins transnationale. En réalité, à l'heure actuelle, les seuls domaines de compétences du parquet européen tels qu'ils sont envisagés relèvent de la protection de l'intérêt de l'Union européenne et en particulier de son intérêt budgétaire. Donc, c'est la protection du budget de l'Union, en particulier la lutte contre la fraude à la TVA, la lutte contre la fraude aux subventions issues du budget de l'Union européenne. Et on a envisagé l'extension à d'autres types de criminalité internationale, par exemple le terrorisme, mais pour l'instant, on en reste à ces compétences quand même assez limitées. L'idée étant que les systèmes de fraude, par exemple à la TVA, peuvent être liés à une criminalité transnationale, que donc parfois ça peut être assez peu cohérent d'essayer de gérer ce genre d'affaires par des autorités nationales qui s'additionnent, que l'OLAF, l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne, est une autorité administrative qui n'a pas de compétences donc pour agir au niveau pénal et que donc sa capacité d'action pour lutter efficacement contre la fraude, bien qu'elle soit réelle, demeure limitée. Et donc, on a l'idée d'essayer de coordonner des actions au niveau pénal à une échelle européenne, de manière à lutter plus efficacement lorsqu'il y a des fraudes qui peuvent affecter le budget de l'Union européenne. En réalité, il est assez difficile actuellement, avant d'avoir vu ce nouveau parquet fonctionner 1 an ou 2, de dire s'il sera réellement efficace et quels seront ses effets sur l'intégration des systèmes judiciaires des États membres dans un système européen plus large, si on gagnera véritablement en cohérence. C'est assez difficile parce que les États membres, dans le cadre du Conseil, ont détricoté les aspects les plus ambitieux de la proposition de la Commission européenne. La Commission européenne avait notamment proposé d'intégrer dans le projet une circulation des preuves à une échelle européenne qui aurait été énormément facilitée, ce qui n'a pas été retenu. Et par ailleurs, on avait au départ envisagé un organe qui aurait été très transnational, supranational, dans lequel on aurait eu une direction restreinte de manière à être efficace, disons avoir la possibilité de dégager une politique de poursuite qui ensuite se serait imposée à des procureurs délégués présents dans tous les États membres. Et en réalité, ce que les États membres ont choisi, c'est un modèle plutôt d'une entité assez intergouvernementale, dont la direction finalement est élargie à des représentants de chaque État participant, puisqu'en plus tous les États membres ne participent pas au procureur européen. Et on a donc, avec cette direction élargie, la crainte que l'on perde en efficacité. Perte d'efficacité qui est également crainte à l'échelle de différents États membres par la manière dont cela est mis en œuvre, parce que les procureurs délégués, procureurs européens délégués dans les États membres, en réalité, n'auront peut-être pas le temps ni les moyens
de remplir efficacement leurs fonctions européennes en complément de leurs fonctions nationales. Donc, selon les États membres, les choix ont été parfois un peu différents, mais à l'heure actuelle, il est difficile de savoir comment ce système va fonctionner et s'il va réellement permettre de gagner énormément en efficacité par rapport à la situation actuelle, où on doit s'appuyer sur une coopération via Europol, Eurojust, ainsi que sur l'OLAF pour ce qui est du pendant administratif des affaires. Là, en théorie, on pourrait imaginer un grand gain d'efficacité, mais la nature très complexe d'un point de vue institutionnel du parquet européen tel qu'il est créé actuellement et la question des moyens déployés ainsi que l'absence d'harmonisation ou de développement de règles telles que celles qui, par exemple, visaient la circulation des preuves, qui permettent réellement d'envisager des poursuites véritablement européennes ou des enquêtes véritablement européennes. Tout cela crée vraiment des doutes sur la nature de cette chose qui est en train d'être créée sous nos yeux. Donc, c'est un sujet qui est à la fois très intéressant parce que c'est une innovation véritablement et que c'est tout de même un grand pas en avant dans la constitution d'un espace pénal européen, mais on est très 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 loin d'un parquet fédéral ou de quelque chose qui pourrait ressembler à un genre de parquet fédéral pour défendre l'intérêt général ou l'ordre public à l'échelle européenne. Le principe ne bis in idem en droit européen est un sujet particulièrement intéressant depuis quelques années parce qu'il fait l'objet d'une espèce de ping-pong entre les deux cours européennes, mais en fait c'est un échange plus large à coup de décisions et d'arrêts et de renvois préjudiciels de plusieurs juridictions suprêmes dans un certain nombre d'États membres, et la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme et les juridictions nationales sont en fait engagées dans une espèce de dialogue sur les standards d'application de ne bis in idem. Comme tout droit fondamental, ne bis in idem en réalité doit avoir son champ d'application défini, son régime défini. Le fait de dire qu'on respecte ne bis in idem ne dit pas grand-chose finalement sur la réalité concrète de son application. Et c'est justement sur ces conditions d'application, sur le régime, sur les standards associés à ne bis in idem que s'est engagé ce dialogue en raison de désaccords quand même assez importants entre différentes traditions nationales, ou en tout cas des évolutions nationales qui se sont développées dans le temps, et les jurisprudences européennes, mais aussi entre les juridictions européennes elles-mêmes. Alors, ne bis in idem, c'est parfois considéré comme un peu le pendant de l'autorité de la chose jugée dans le procès pénal. C'est un peu plus compliqué que ça parce que en réalité, ça ne remplace pas complètement l'autorité de la chose jugée, mais c'est considéré comme un droit subjectif à ne pas être poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits ou pour la même infraction. Mais déjà là, par exemple, on voit une des difficultés. Comment définit-on le idem? Est-ce qu'il faut inclure dans cette interdiction toutes les poursuites et toutes les procédures qui pourraient être engendrées par des mêmes faits? Ou est-ce que la manière dont on définit les faits, dont on les qualifie juridiquement et la nature de l'infraction que l'on va poursuivre justifie, ben voilà, si on a une certaine qualification des faits, on aura un type de poursuite, une autre qualification des faits, on aura un autre type de poursuite, etc. Donc on voit bien que le diable est dans les détails et que c'est justement sur toutes ces questions de standards, de définition, des conditions d'application de ne bis in idem que se trouve l'objet des désaccords. Une des problématiques actuelles dérive en fait de l'évolution concomitante du droit des standards européens liés à ne bis in idem qui
dans la suite de la Cour européenne des droits de l'homme, ont considéré qu'un certain nombre de sanctions administratives pouvaient être assimilées à des sanctions pénales et que donc elles devaient être prises en compte dans l'application de nebis in idem, c'est-à-dire que par exemple l'existence d'une première procédure et d'une sanction administrative pour des faits quelconques devrait empêcher des poursuites pénales postérieures. Donc, l'inclusion finalement de certaines sanctions ou poursuites administratives dans le domaine pénal aux fins de l'application de certains droits fondamentaux fait que, du point de vue de nebis in idem, eh bien, on est obligé de prendre en compte des sanctions formellement administratives comme constituant déjà une première sanction. Concomitamment, dans les droits nationaux, on a eu tendance à effectivement aggraver ou rendre de plus en plus fortes certaines sanctions administratives, avec cette tendance à considérer que finalement le droit administratif c'est plus efficace, ça permet d'agir plus vite, et donc finalement c'est bien d'avoir des sanctions administratives très fortes qui même vont essayer de chercher un effet dissuasif, mais qui continuent de coexister avec des poursuites pénales possibles. Et tout ceci va aboutir à une situation où on a de plus en plus de cas où on a des sanctions administratives qui peuvent être considérées comme pénales au sens de la jurisprudence de la CEDH. Et pourtant, au niveau national, on souhaite pouvoir continuer à poursuivre les deux aspects, l'aspect pénal et l'aspect administratif, en considérant que ce sont deux pans de la réaction de l'État à un comportement et que le maximum d'efficacité, évidemment, dépend de la combinaison des deux. Les deux juridictions européennes se trouvent face donc à des sollicitations régulières de juridictions suprêmes, notamment d'États membres, pour essayer de pousser à ce qu'on considère que non, nebis in idem n'empêche pas ce genre de pratique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne ont été saisies successivement, avec finalement un laps de temps assez réduit entre les deux arrêts, de ce genre de questions, et qu'elles ont retenu des solutions différentes et qui sont quand même assez largement incompatibles pour essayer de résoudre le problème. Donc, on a finalement deux standards européens pour savoir quand est-ce que nebis in idem s'oppose à ce genre de double poursuite administrative et pénale. Ces deux standards européens ne sont pas véritablement compatibles, mais on est censé appliquer les deux concomitamment lorsqu'on est un avocat, un juge national. C'est très compliqué en pratique et c'est une source de débat, évidemment, mais c'est un aspect aussi intéressant pour analyser la manière dont les juges européens créent ces standards d'application des droits de l'homme, donc en fait créent du droit, et la manière dont tout ceci est reçu au niveau national, mais aussi la manière dont l'activité nationale entraîne des évolutions des jurisprudences européennes.